Qui ne connaît pas Sainte-Victoire? Sa silhouette, son échine longue de 7 km, ses légendes comme l'origine de son nom qui remonterait à la victoire de Marius en 102 avant Jésus-Christ. Son histoire aussi, chère aux habitants des Bouches-du-Rhône, et l'un d'eux tout particulièrement. Car Sainte-Victoire fut la muse du peintre Paul Cézanne. Passionné par cette montagne de calcaire, il en sillonna tous les sentiers avec son ami Émile Zola. Pour immortaliser sa lumière et ses couleurs, Cézanne l'a peignit plus de 80 fois, avec des bleus, des verts, des ocres, des cyprès qui font la chandelle, un ciel qui s'étire pour coiffer le massif. Bref, Cézanne coucha Sainte-Victoire sur la toile des dizaines de fois. Mais comment lui en vouloir? Cette montagne que l'on admire jusqu'à Philadelphie, Tokyo, Moscou, Londres, où sont exposées des Saintes-Victoires de Cézanne, incarne la magie de la Provence. Avec ses couleurs et ses reflets, ses pins d'Alep et ses chênes kermès, ses odeurs de thym et de lavande, et le Mistral qui la balaie parfois, comme celui qui souffle sur les Bouches-du-Rhône en cette fin août 1989. Et ça ne plaît à personne. L'été qui s'achève a été éprouvant. Les derniers mois ont été secs. On n'a guère vu la pluie depuis l'année dernière, déplore Jean-Claude Grand. Lui, c'est un officier au service opération, chargé de superviser le CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Il se souvient qu'il n'y a pas eu une seule averse à l'automne ni à l'hiver 88, et encore moins au printemps 89. Cela fait des mois que la nature souffre et s'assèche. Ça a brûlé en Corse, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, à Rognes, Bouc-Bel-Air, Martigues, Cadarache, Le Rove, Lançon-Provence, La Fare-les-Oliviers. Tous ces combats ont éreinté les sapeurs-pompiers, qui sont alors des pompiers communaux. Tous se sont battus pour que ces feux ne deviennent pas des catastrophes. Déjà plus de 5000 hectares ont brûlé cet été. Pourvu que la mobilisation touche à sa fin, pourvu qu'il n'y ait pas de nouveaux drames, car voilà 10 jours, les sapeurs-pompiers ont connu le pire. Ils ont perdu 2 des leurs. Le 18 août, à Tretz, un feu est parti de la décharge municipale sur la route de Quirbon. Poussées par le vent, les flammes ont sauté le grillage pour grignoter les broussailles. La pinède n'était pas bien épaisse, il faut dire qu'elle avait déjà brûlé 5 ans plus tôt, mais il fallait stopper la propagation. Les pompiers ont rappliqué, épaulés par les avions bombardiers d'eau. 2 avions Fokker de 6500 litres chacun sont venus assommer l'incendie. 2 heures après, les flammes étaient contenues, mais les pompiers poursuivaient le combat. Et c'est là que le drame est survenu. Un Fokker a largué sur la colline de Quirbon. Au sol, 2 pompiers ont été fauchés par des tonnes d'eau. Gérard Di Martino et Magid Chabi ont été grièvement blessés. Leurs collègues, leurs copains, les services médicaux ont tout fait pour les sauver. Mais à l'hôpital, Gérard et Magid ont succombé à leurs blessures. Le feu n'a brûlé que 2 petits hectares de broussailles. Dérisoire, écrivait alors un journaliste dans les colonnes du journal Le Provençal. Mais le feu a tué 2 sapeurs-pompiers. Fin août, les bulletins météo sont donc inquiétants. Celui du 27 août est même alarmant. Le Mistral devrait souffler pendant 3 jours avec des rafales à 120 km/h. Et ça, tout le monde sait bien ce que cela veut dire. Si un feu se déclare, ce sera un terrible combat pour le retenir. Le lendemain, le 28, le bruit du Mistral camoufle à peine les cigales qui cymballent à tout rompre. La matinée n'est pas finie que la chaleur s'est déjà installée. Elle pèse sur Saint-Marc-Jomegarde, petit village à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Les sapeurs-pompiers ont pris toute la mesure de la menace qui plane sur ce site, dont la végétation a été fragilisée 3 ans plus tôt. À l'été 1986, l'incendie de Châteauneuf-le-Rouge a brûlé plus de 1000 hectares. Tout le monde s'en souvient. Alors, ce matin du 28 août 1989, les pompiers se sont positionnés au pied des massifs. Ils attendent, prêts à intervenir au plus tôt. On le sait, c'est même une doctrine. Plus vite on se jette sur un incendie de forêt, moins on lui laisse de chances de se développer et de dévorer les massifs. Mais il y a des feux qui naissent pour être des catastrophes. Ça, c'est une certitude d'Édouard Jérôme. Lui, il est alors le chef de la caserne des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. Et c'est lui qui va commander les opérations de secours sur ce qui va devenir une catastrophe. À l'emplacement de l'actuelle caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Marc, dans un virage qui serpente sur la petite route de Vauvenargues, des travaux dégagent depuis le matin des colonnes de poussière. Assez pour semer la confusion.
En toute fin de matinée, la vigie, dont l'on surveille les massifs à des kilomètres à la ronde, signale une fumée. Qu'est-ce que cela peut bien être? Un nuage de particules? Un simple effet du chantier? Ou bien le début d'une catastrophe? C'est bien un incendie qui s'est déclaré sur l'ancien terrain de Baltrap, à Saint-Marc, tout près du barrage édifié par François Zola, le père d'Émile. Il a suffi d'une étincelle sur un chantier de broyage de végétaux. Jean-Claude Grand se souvient que d'emblée, le feu explose. Le dégagement de fumée devient très noir. Le CODIS est informé, il fait évacuer la vigie de Sainte-Victoire. On suit alors l'évolution de la situation depuis la vigie directrice du Grand Puech. Et là, pas de doute, le feu s'est déjà mis à courir, les pompiers à ses trousses. La malchance s'en mêle, les moyens aériens sont occupés. 2 Canadair ont décollé, mais pour assommer un autre feu à Valabre, derrière le CIRCOSC, l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours qui gère les catastrophes qui dépassent l'échelle du département. Pendant ce temps, à Saint-Marc, le tapis s'embrase puis le feu s'élargit. Il ne va pas suivre le schéma classique dans un sens nord-ouest vers sud-est. Non, il va tourner à 90 degrés à la barrière de Sainte-Victoire. Et il va s'enrouler ce feu. Les flammes dévorent les broussailles jusqu'à Bibémus. Leur vitesse de propagation sidère tout le monde. En 1 heure, le feu parcourt 3500 mètres pour une surface brûlée de 200 hectares. Le vent pousse les flammes jusqu'au barrage de Bimont. Elles remontent la vallée et au milieu de la pente, elles sont si violentes qu'elles empêchent les pompiers de descendre des camions pour mettre pied à terre. L'air est irrespirable. L'incendie franchit Bimont puis poursuit sa course. La crainte, c'est que le feu se ferait un passage dans un goulet qui file vers le village de Puy-Loubier et aille exploser sur le plateau. Très vite, les choses se corsent. Le feu ouvre plusieurs fronts et passe par-dessus les pompiers à une vitesse folle. Il faut dire que depuis des décennies, l'exode rural a affaibli les espaces cultivés. Les pins ont colonisé les oliveraies. 2 heures plus tard, le feu court dans tous les sens. Il est en évolution libre dans la montagne de Cézanne. Il court de cime en cime, se souvient Édouard Jérôme qui comprend une chose, il va falloir faire la guerre. Faire venir des cohortes de pompiers. Ils arriveront de toute la France. Les comités communaux feux de forêt sont là aussi, et l'ONF, l'Office national des forêts. Même l'armée est dépêchée sur place, héliportée par des soldats du feu sur les crêtes de Sainte-Victoire. Car les pompiers ont bien compris qu'aller taper les flammes au sommet des crêtes pourrait permettre de les freiner. Partout, on court après les sautes de ce feu qui est devenu un monstre. Rouge de colère, il franchit Bimont en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Un versant de l'incendie déboule vers Sainte-Victoire. Un autre versant amorce un virage à 45 degrés vers la route Cézanne et Puy-Loubier. Par endroits, tout s'embrase en quelques secondes. Roquehaute s'enflamme. Le vallon du Bouquet, c'était son nom, prend feu comme une allumette. Le Mistral balade le feu, il le soulève et le pousse. Le vent, c'est un ennemi redoutable. Quand les avions bombardiers larguent du retardant, ce produit rouge censé retarder l'inflammation des végétaux, les rafales l'empêchent d'atteindre leur cible. Le retardant est dilué par le vent et n'atteint pas le sol, déplore Édouard Jérôme, à qui le feu fait penser à un cheval au galop. Et puis voilà, ça y est, les flammes ont atteint le plateau du Sangle où le feu s'est enroulé. C'est un cauchemar, c'est ce plateau que les pompiers avaient sauvé 3 ans plus tôt, à l'été 1986. Dans cette lutte, ils avaient perdu Philippe Nauclair, un jeune pompier volontaire d'Aubagne. Tout s'enchaîne. Le feu ne tarde pas à remonter le versant sud. Il n'en fait qu'à sa tête. Il met des habitants en danger, comme ce couple, bloqué sur le plateau du Sangle. Leur fils n'a plus de nouvelles depuis des heures. Le docteur Jean-Marie Ledrenne, médecin sapeur-pompier, fait grimper des pompiers dans un hélicoptère pour les récupérer sains et saufs. Ils avaient sauté dans leur piscine pour se protéger du feu. Il faut aussi s'occuper du village de Saint-Antonin-sur-Bayon, posé au pied du versant sud de Sainte-Victoire. On pourrait penser que la paroi abrupte du massif va le protéger, mais des murs de flammes déboulent. Il faut évacuer les habitants. Le maire va chercher des gens et les fait grimper dans sa voiture pour fuir le village. Alain Fonters, un officier qui arrive de la caserne de Salon de Provence, se demande même si le village ne va pas être rayé de la carte. Il faut dire qu'en arrivant de Salon, justement, il a été abasourdi en voyant la pluie de brandons enflammés tomber dans les champs de chaume. En quelques secondes, la paille s'est embrasée. Au-dessus de Saint-Antonin-sur-Bayon, la fumée est si épaisse qu'il semble faire nuit noire. Pour les pompiers, la situation devint critique. Il faut éviter que le feu traverse la plaine et aille vers d'autres massifs. D'autant que le feu a parcouru tout le sud du massif, entre Saint-Marc-Jomegarde et Puy-Loubier. Et maintenant, c'est Puy-Loubier qui est dans le viseur du feu.
Des habitants tentent de protéger leur maison avec un tuyau d'arrosage pendant que les brandons incandescents déferlent. D'autres se jettent dans les piscines. Là aussi, il faut évacuer des gens. Notamment Barbara Hendricks, la soprano américaine, qui devait chanter lors d'un festival lyrique. Le feu, lui, continue sa course folle. Il se dirige vers le versant nord. C'est tout près du château acquis par Pablo Picasso en 1958 que les sapeurs-pompiers ont installé leur poste de commandement ce 28 août 1989. C'est de là qu'ils orchestrent la lutte au sol et depuis les airs. Car les moyens aériens renforcent et protègent les équipes au sol. Les hélicoptères Puma de l'armée participent pour héliporter des moyens lourds. Cela permet d'établir de grandes longueurs de tuyaux pour traquer et noyer les points chauds. C'est ce travail de titan qui va permettre de venir à bout du feu. La météo est aussi un peu du côté des sapeurs-pompiers. Le vent est si violent qu'il pousse le feu vers l'avant et l'empêche de s'élargir. Pour une fois, la rapidité de propagation a servi les pompiers. Le versant nord est épargné. Le combat va durer 3 jours. Le bilan du feu de Sainte-Victoire sera terrible. 5000 hectares sont partis en fumée. Les 2/3 de ce site classé par l'État ont disparu. Jusqu'à Pourrières, dans le Var, le feu a tout ravagé. Il a dévasté 7 maisons, des villas ou des fermes. Des centaines d'habitants ont été évacués. Il reste le silence, la désolation et des tonnes de cendres. Voilà ce qui reste de ce 28 août 1989 où on a recensé 189 départs de feu dans les Bouches-du-Rhône en une seule journée. Plus tard, se posera aussi la question de l'origine de ce feu de Sainte-Victoire. Le déclenchement accidentel n'est pas contesté. Le feu serait parti d'une étincelle causée par un engin sur un chantier forestier à Saint-Marc-Jeannegarde. Mais après le feu, commencent 9 ans de procédure judiciaire et la justice prononcera un non-lieu. Puis, en 2007, 18 ans plus tard, le tribunal administratif de Marseille déclarera l'État responsable du feu du 28 août 1989. La justice estimera en effet que l'incendie avait pour origine les travaux de débroussaillement et d'élagage effectués par une entreprise dans le cadre d'une mission de service public. Cette origine humaine ne signifie évidemment pas que la mise à feu était intentionnelle. Des feux dramatiques peuvent être le fruit d'une imprudence ou d'une négligence, des conséquences d'un barbecue dans la nature, de travaux les jours de Mistral ou d'un mégot de cigarettes balancées par la vitre d'une voiture peuvent devenir des catastrophes.